L'épisode tourne autour de Jerry Burton, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a du mal à s'adapter à la vie civile. Il a été gravement blessé dans un accident de moto et est resté alité pendant plusieurs mois. Pour la dernière étape de sa convalescence, lui et sa sœur Joanna quittent Londres pour s'installer dans le paisible village de Limstock. Malheureusement, leur arrivée coïncide avec un drame local. Un résident très aimé et respecté, le colonel Appleton, s'est donné la mort il y a quelques jours. Il avait reçu une lettre anonyme l'accusant d'avoir trompé sa défunte épouse. Le colonel était un homme profondément pieux, qui aimait sa femme plus que tout. Lorsque les rumeurs ont commencé à circuler, il a estimé que le mieux était d'en finir. Les deux frères et sœurs s'installent dans une ferme appartenant à mademoiselle Emily. Elle met même sa domestique à leur service, une femme d'âge moyen nommée Partridge. Au départ, tout semble calme et simple dans le village. Les habitants sont aimables et plusieurs les invitent chez eux. Leur première visite est chez Madame Macrop, l'épouse du pasteur du village. Son amie proche, mademoiselle Jane Marple, est également présente, et tous prennent le thé ensemble. Peu après, Ma raconte aux nouveaux arrivants qu'une série de lettres anonymes circule dans le village. Elle évoque les rumeurs qui ont mené à la mort du colonel Appleton. Ma semble y croire, tandis que son amie Jane reste plus sceptique. Les deux frères et sœurs rendent ensuite visite à Monsieur P, un vieux célibataire excentrique et efféminé, friand de scandales. Il a des opinions bien tranchées, souvent acerbes, sur tous les habitants. Pourtant, il devient visiblement mal à l'aise lorsque Jerry l'interroge sur les lettres anonymes. Il refuse également de commenter la mort du colonel Appleton, ce qui éveille les soupçons de Jerry. Plus tard, sur le chemin du retour, il croise Madame Symington et sa fille Hélène, âgée de 20 ans. La jeune fille est naturellement très réservée et a peu d'amis. Elle a également deux demi-frères issus du second mariage de sa mère. Il est évident que cette situation familiale complexe la fait se sentir étrangère dans sa propre maison. Quelques heures plus tard, Jerry se rend dans un cabinet juridique et rencontre le beau-père d'Hélène, Monsieur Richard Symington. C'est un avocat, qui semble peu préoccupé par le scandale des lettres anonymes. Jerry remarque aussi ses deux fils, gardés par une nourrice, Elsie, une jeune femme très jolie pour laquelle Jerry montre un certain intérêt. Enfin, dans la soirée, les deux frères et sœurs visitent la clinique locale dirigée par le docteur Owen. C'est un homme nerveux, qui bégaye en parlant. Il examine Jerry et lui suggère d'essayer de marcher sans canne. De manière inattendue, Joanna semble montrer un grand intérêt pour le docteur. Plus tard dans la semaine, les Symington organisent un dîner pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Tout le village est présent, et comme on peut s'y attendre, les commérages vont bon train. Il est alors révélé que, selon certaines rumeurs, le colonel Appleton aurait eu un enfant avec une jeune fille mentalement déficiente. Ne pouvant supporter cette honte, il aurait mis fin à ses jours. Jane, qui est aussi présente au dîner, ne croit toujours pas à ces théories. Elle est une femme très observatrice et pense que la vérité est bien plus complexe qu'elle ne paraît. Le lendemain matin, 3 nouvelles lettres arrivent chez les Symington. Elsie les pose sur la table avant d'emmener les deux garçons au parc. Il rentre quelques heures plus tard, et Richard revient également de son travail. Il monte directement à l'étage, où il découvre une scène choquante, sa femme Mona est morte. La nouvelle se répand dans le village comme une traînée de poudre. Un détective arrive sur place et commence à examiner la chambre de Mona. Il trouve plusieurs flacons de médicaments sur la table de chevet et emporte un verre pour analyse. Il découvre également une feuille de papier brûlée dans la cheminée, encore une lettre anonyme, accusant Mona d'infidélité avec plusieurs hommes. Quelque temps plus tard, Jerry se rend chez les Symington. L'ambiance est, bien entendu, très sombre, mais personne ne semble aussi affecté qu'Hélène. Son père biologique l'a abandonnée quand elle était encore enfant, et maintenant sa mère est morte. Devant cette détresse, Jerry lui propose de venir habiter temporairement chez lui et sa sœur à la grande ferme. Hélène, désespérée de quitter cette maison, accepte immédiatement. Entre-temps, le conseil du village se réunit pour discuter du décès de Mona. Le détective informe le juge du district de ses découvertes, le mari était au travail, les enfants jouaient au parc avec la nourrice, Waldo était introuvable, et la domestique était en congé. Mona avait reçu une lettre cet après-midi-là et avait été profondément troublée par son contenu. Elle a avalé une solution de cyanure. Par la suite, le docteur Owen est également appelé à témoigner au sujet du dossier médical de Mona. Il confirme les conclusions du détective et déclare que Mona souffrait effectivement de névrose.
Le juge du district écarte donc toute possibilité de meurtre et conclut qu'il s'agit d'un suicide. Au fil des jours, Hélène commence à se sentir bien dans la ferme en compagnie des frères et sœurs Burton. Elle développe notamment un lien étroit avec Jerry, avec qui elle discute régulièrement de leur vie. Une nuit, alors qu'il parle de sa carrière dans le jardin, Hélène demande à Jerry d'aller lui chercher de l'eau. Il accepte, mais en entrant dans la maison, Jerry aperçoit le docteur Owen en train de rôder près de l'étagère, un livre de contes russes classiques à la main. Le médecin semble surpris par l'arrivée soudaine de Jerry, mais explique rapidement qu'il était venu chercher Joanna pour l'emmener dîner. Le lendemain matin, la sœur veuve du docteur Owen, Amy, vient rendre visite à la ferme. Elle discute avec Jerry au sujet du dernier décès survenu dans le village. Elle semble convaincue que la lettre reçue par Mona disait en réalité la vérité. De façon assez étrange, elle paraît vouloir défendre le mari de Mona. À peine la visiteuse partie, Jerry reçoit une lettre anonyme adressée à sa sœur. Elle l'accuse d'avoir eu un enfant hors mariage et les menace s'il ne retourne pas à Londres. Inquiet, Jerry apporte immédiatement la lettre au détective chargé de l'enquête sur les récents décès. Celui-ci l'examine minutieusement et découvre qu'aucune empreinte digitale ne figure sur la lettre. Cependant, il a obtenu de nouvelles pistes intéressantes. Il s'avère que toutes les adresses sur les enveloppes contenant les lettres anonymes présentent un T et un A mal alignés. The T&ASS, murmure le détective pour lui-même. Cela signifie que ces lettres ont été tapées à l'aide d'une machine à écrire de Mark Wilson présentant ses défauts spécifiques. Or, une seule machine de ce type existe dans tout le village. Elle avait été offerte par la famille Symington au centre communautaire féminin. Le détective en conclut que l'auteur des lettres est une femme d'âge moyen qui fréquente régulièrement le centre. L'après-midi suivant, Jerry se promène dans le jardin quand la gardienne de la ferme, Partridge, vient le voir. Elle souhaite prendre un jour de congé, car elle a reçu plus tôt un appel d'Agnès, la domestique des Symington. Agnès semblait bouleversée et voulait voir Partridge au plus vite. Jerry accepte de lui accorder son jour de repos et continue sa promenade. Cependant, le soir venu, Partridge est de retour comme si de rien n'était. Jerry lui demande comment s'est passée sa rencontre, mais elle révèle qu'Agnès ne s'est jamais présentée. À cet instant précis, Jerry reçoit un appel bouleversant, le corps sans vie d'Agnès a été retrouvé dans le placard sous l'escalier de la maison des Symington. Le lendemain matin, Jerry, Jane et le détective discutent du mystère entourant cette nouvelle mort. Il est révélé qu'Agnès était sortie pour voir son petit ami le jour du décès de Mona Symington. Mais elle était rentrée rapidement après une dispute avec lui. Elle a très probablement vu la personne qui avait glissé la lettre anonyme ayant poussé Mona au suicide. C'est pour cette raison que l'auteur des lettres a dû l'éliminer, afin que son secret ne soit pas révélé. Plus tard cette semaine-là, les funérailles de Mona ont lieu à l'église du village. Jerry s'assoit juste devant la sœur du docteur Owen, Amy, qui commence à faire des remarques désobligeantes sur Elsie. Selon elle, la nourrice cherche à séduire Richard Symington et à l'épouser. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à croire à ces rumeurs. Lors du rituel de l'enterrement, une dispute éclate entre la nourrice et Richard. Ce dernier semble la tenir pour responsable de la mort de sa femme. Une fois la cérémonie terminée, Jerry retourne à la ferme et retrouve sa sœur. Il s'avère que Joanna et le docteur Owen se voyaient très souvent ces derniers temps. En fait, le docteur lui avait même offert un cadeau plutôt étrange, une photo d'une rate hypertrophiée. Il s'est souvenu que j'avais un faible pour ce genre de choses, dit-elle. Jerry va ranger la photo dans un des livres de l'étagère quand il remarque quelque chose d'étrange. Il tire au hasard le livre de contes russes classiques, le même que le docteur Owen tenait en main quelques semaines auparavant. À sa grande surprise, plusieurs pages ont été arrachées. La police d'écriture du livre correspond exactement à celle utilisée par l'auteur mystérieux des lettres anonymes. Cette révélation allume une lumière dans l'esprit de Jerry, qui commence à soupçonner le docteur Owen. Au fil des jours, Jerry s'implique de plus en plus dans toute cette affaire. Un soir, en rentrant chez lui, il trouve un mot écrit par sa sœur sur le bureau du salon. Apparemment, elle est sortie au marché mais attend un appel du docteur Owen. Elle demande à Jerry de répondre à tous les appels en son absence. Cette situation l'inquiète car il ne pense pas que le docteur ait de bonnes intentions. Cela le stresse au point qu'il recommence à boire après plusieurs mois de sobriété. Quelques jours plus tard, plusieurs habitants du village se réunissent chez Monsieur P pour une cérémonie formelle. Tout semble se dérouler normalement jusqu'à ce que la propriétaire de la ferme, Mademoiselle Emily, prenne la parole pour faire une annonce.
Elle est visiblement bouleversée et évoque les récents meurtres dans leur communauté. C'était sur son étagère que le livre aux pages arrachées a été trouvé, ce qui a alimenté les rumeurs disant qu'elle était l'auteur de ces lettres haineuses. La vieille femme éclate en sanglots devant tout le monde et nie farouchement les accusations. Comme si cela ne suffisait pas, Monsieur P révèle qu'il avait également reçu une lettre il y a quelques semaines. Ce n'était pas une lettre de menace, mais une note touchante laissée par le colonel Appleton avant sa mort. Selon la lettre, Appleton était un homosexuel refoulé et avait un amant vivant hors du village. Il encourageait Monsieur P à accepter sa propre sexualité et à ne pas finir comme lui, seul et plein de regrets. Cette révélation choque les villageois, certains sont même dégoûtés. Personne ne sait plus ce qui est vrai ou faux, et tout devient très confus, surtout pour Monsieur P qui ignorait être homosexuel. Pendant ce temps, au centre féminin du village, le détective met en place un piège pour attraper l'auteur des lettres. Il avait découvert auparavant que les adresses de ces lettres anonymes étaient tapées à l'aide d'une machine à écrire de marque Wilson. Or, une seule machine de ce type existe dans tout le village, placée dans la bibliothèque du centre. Le détective se cache donc et attend prudemment que l'auteur vienne l'utiliser. Son pari est payant, tard dans la nuit, quelqu'un vient effectivement s'en servir. La scène change brusquement et l'on voit Jerry rendant visite au docteur Owen pour un examen de routine. La sœur du docteur, Amy, est également présente. Tous trois commencent à discuter quand soudain plusieurs policiers dirigés par le détective font irruption dans le cabinet. Il s'avère que la veille, à 1h30 du matin, le détective avait surpris Amy en train d'utiliser la machine à écrire. Elle tapait une adresse sur une enveloppe destinée à Elsie. Suite à cette révélation, tout le monde accepte qu'Amy est la véritable coupable. On apprend qu'elle a toujours éprouvé des sentiments amoureux pour Richard Symington. Cela expliquerait pourquoi elle a d'abord voulu écarter sa femme en l'accusant d'adultère. Ensuite, Amy envisageait d'éliminer la seule autre femme dans la vie de Richard, la jeune nourrice. Bien que tout le monde semble convaincu par ses preuves, mademoiselle Jane Marple reste sceptique. Elle est persuadée qu'Amy n'est pas l'auteur des lettres ni la meurtrière. La vieille dame retrouve ensuite Hélène et Jerry, et tous trois élaborent un plan pour piéger le véritable coupable. Ce soir-là, Hélène va voir son beau-père Richard et lui lance une bombe, elle le fait chanter en insinuant qu'elle possède des preuves montrant qu'il a modifié les médicaments de sa mère. Richard ne reconnaît rien directement, mais rédige un chèque à Hélène pour acheter son silence. Elle accepte l'argent avec satisfaction et retourne dans sa chambre. Quelques heures plus tard, Richard mélange des somnifères dans un verre d'eau et le place à côté du lit d'Hélène. Ignorant tout, la jeune fille boit l'eau et tombe rapidement inconsciente. Richard profite de l'occasion pour la descendre au rez-de-chaussée et place sa tête dans le four à gaz. Il est convaincu qu'il s'en sortira sans problème. Mais ce qu'il ignore, c'est que tout cela faisait partie du piège tendu par Jane Marple pour le prendre en flagrant délit. Quelques secondes plus tard, Jerry, le détective et la police locale font irruption dans la maison des Symington. Ils arrêtent Richard pour tentative de meurtre sur sa belle-fille, ainsi que pour le meurtre de sa femme et de la domestique. Grâce à cette enquête réussie, d'autres vérités éclatent. Richard était amoureux de la jeune nourrice Elsie. Il voulait se débarrasser de sa femme, d'où tout ce plan autour des lettres anonymes. En tant que notaire, il connaissait des détails intimes sur la vie de ses clients grâce au dossier juridique. Il a utilisé ces informations pour écrire toutes ces lettres, plusieurs mois à l'avance, à l'aide de sa machine à écrire Wilson. Puis il l'avait donné au centre féminin, rendant difficile toute tentative de le relier à ces lettres.